Je pense qu'on va démarrer pour rester dans nos horaires. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir ce matin dans le cadre de notre matinale santé, qui est la déclinaison régionale d'un dispositif initié par la Fédération nationale de la mutualité française, Place de la santé. Alors, si la forme est un petit peu inédite pour nous, cette matinale est vraiment dans la continuité d'une initiative qui a démarré en 2018, organisée par la Mutualité française des Pays de la Loire, qui a choisi de traiter des sujets autour des inégalités de santé et particulièrement des inégalités entre les femmes et les hommes. Donc, je suis Emmanuelle Caillé, directrice de la Mutualité française, et j'assurerai le fil rouge de nos échanges. Donc, ce matin, pour évoquer cette question dramatique d'explosion des inégalités dont les femmes ont été victimes pendant la crise sanitaire, je suis ravie d'accueillir Anne Bouillon. Anne Bouillon, vous êtes avocate au barreau de Nantes. Vous êtes spécialiste du droit des femmes, droit pénal et droit de la famille. À vos côtés, Rada Hatem. Bonjour, vous êtes gynécologue obstétricienne et vous êtes aussi médecin-chef de la Maison des femmes de Seine-Saint-Denis. Et enfin, Laurence Rossignol, vous êtes sénatrice de l'Oise, vous avez été ministre de la Famille, Enfance et Droits des femmes et vous êtes actuellement toujours la présidente de l'Assemblée des femmes. Donc, merci à vous. Et c'est vrai qu'on va passer tout de suite au sujet qui nous intéresse. Alors, on le sait, la période de confinement n'a été que le miroir grossissant des inégalités de santé déjà existantes ou des inégalités déjà d'ailleurs tout court. Et même si les femmes, on le sait ou en tout cas on le dit, ont probablement eu moins de risques de développer des formes un peu complexes du Covid, leur avantage s'arrête là puisqu'elles ont été touchées de plein fouet par l'épidémie, baisse du niveau de vie, augmentation du temps de travail, domestique, explosion des violences conjugales, on va y venir ensemble ce matin, mais aussi recul du droit reproductif. Alors, beaucoup de chiffres circulent aujourd'hui. J'en ai retenu un qui parle de 5 fois plus de violences conjugales signalées sur la plateforme dédiée. Alors, Anne Bouillon, quand on préparait cette rencontre, vous évoquiez avec nous le fait que la justice s'était arrêtée, qu'il y avait le constat d'une quasi-paralysie de ce service pourtant essentiel, alors même que le constat de l'explosion des violences faites aux femmes était confirmé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous donner quelques chiffres, peut-être et évoquer avec nous ce que pouvaient traverser ces victimes dans un premier temps? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Emmanuel et merci de l'invitation. Je suis ravie, c'est une semaine qui commence bien, un lundi matin actif. Mais je crois que vous avez vraiment raison d'organiser ce genre d'initiative et de prendre cette initiative parce que c'est maintenant que nous devons dresser le bilan dans nos sphères de compétences respectives. On sait, on y reviendra peut-être que sans doute d'autres formes de confinement se profilent et il nous faut maintenant tirer les leçons de ce qui s'est passé, de ce qui a fonctionné, de ce qui a dysfonctionné, pour pouvoir évidemment mieux agir et prendre en considération les violences faites aux femmes, parce que, en ce qui me concerne, c'est le secteur sur lequel j'interviens au quotidien. Alors, vous avez raison, cette période de confinement, ça a été une atteinte à la santé des femmes, mais pas simplement parce qu'elles pouvaient contracter le virus, mais parce que cet enfermement, dès lors que elle continuait de cohabiter avec un conjoint violent ou potentiellement violent, et j'en dirai un mot dans un instant, eh bien, pouvait constituer une atteinte à leur intégrité alors physique, évidemment, mais morale, financière, sexuelle, très fréquemment. Et les dommages collatéraux vécus par les femmes ont été considérables. Vous posez la question des chiffres, c'est compliqué. Cette histoire de chiffres. Il y a plusieurs sources, elles ne sont pas toutes concordantes. Ce que les acteurs et les actrices de terrain, Laurence Rossignol nous en dira sans doute un mot tout à l'heure, s'accordent à dire, c'est que ça a été une explosion en réalité. Il y a certains chiffres qui disent qu'il y a eu plus 36% de dépôt de plainte sur la période, et pourtant aller déposer plainte était en soi
une véritable démarche parce que ça nécessitait qu'on se déplace à l'extérieur. Moi, ce que j'ai observé de ma fenêtre d'avocate, c'est plusieurs choses. D'abord, mon incapacité personnelle à agir. Et ça a été extrêmement compliqué à vivre sur le plan personnel et puis sur le plan professionnel. Mais je me suis retrouvée presque du jour au lendemain empêchée. Et par voie de conséquence, mes clientes, celles que je défends au quotidien, empêchées d'avoir accès à leur avocat et in fine à l'institution judiciaire. Ce que j'ai, et c'est ce sur quoi il nous faut réfléchir. Ce que j'ai observé aussi, c'est qu'il y avait, outre une poursuite, un continuum de violence. Vous savez, vous cohabitez avec quelqu'un qui est violent en période de confinement, eh bien, c'est le paradis sur terre pour le conjoint violent. Les portes sont fermées, c'est institutionnalisé. Il y a peu d'échappatoires, ça on l'a dit, on l'a redit. Donc les violences, elles prospèrent, si je peux employer ce terme-là, elles se développent, elles deviennent protéiformes pendant le confinement. Mais au-delà de ces situations-là, moi j'ai eu à connaître de deux autres formes de violence qui sont les violences induites par le confinement, c'est-à-dire que sans le confinement, il n'y aurait sans doute pas eu cette situation de violence conjugale. Et puis, il y a les violences qui ont été provoquées par le confinement, c'est-à-dire que nous n'étions pas en situation de violence conjugale et le confinement fait basculer la situation dans le champ des violences. Sur les violences induites, j'ai eu plusieurs situations et notamment une situation où une femme qui était séparée de son conjoint qui avait posé des actes de violence et le conjoint avait été condamné par les juridictions. Donc la situation de violence, elle n'était pas à démontrer. Potentiellement, cette femme, dès lors qu'elle était à nouveau en contact avec le père de ses enfants, était en situation de violence. Le conjoint a repris attache avec elle alors qu'ils vivaient physiquement séparés au motif du confinement en disant il faut que je revienne dans le domicile parce que si je ne reviens pas dans le domicile, eh bien je ne verrai plus mes enfants. La mère des enfants a accepté. Et là aussi, ça nous dit quelque chose sur le continuum des violences à travers les enfants. Et on sait maintenant comment est-ce que la parentalité peut être investie comme un espace pour perpétrer des violences. Donc, ma cliente a accepté. Il n'y a pas eu de conjugalité qui a repris. Chacun dormait dans une chambre. Au bout d'une semaine, évidemment, elle était à nouveau frappée et extrêmement sévèrement frappée. Et il m'a fallu saisir le juge en grande urgence dans cette situation-là. Et puis l'autre exemple, vous disais-je, c'est ces situations qui basculent dans le champ des violences alors que nous n'y étions pas précédemment. Et là, je me levais tôt le matin et je lisais les mails de mes clientes pour essayer de faire le point sur ce qu'elles vivaient. Et puis j'avais ces courriers électroniques envoyés au cœur de la nuit et qui me disaient, voilà, la tension augmente, ça augmente. Et puis ça y est, je me suis pris une baffe, je m'en suis pris deux, les enfants étaient là. Voilà. Et là, ça a basculé. Et ça a basculé avec, encore une fois, vous disais-je, mais peut-être suis-je déjà trop longue, une très difficile capacité pour moi à agir et à faire ce que j'aurais fait en temps normal, à savoir saisir le juge en procédure d'urgence et faire en sorte qu'il y ait un éloignement du conjoint violent. Et ça, c'était très compliqué. Et du coup, ce que vous nous dites, c'est que finalement, vous étiez empêché de pouvoir répondre aux besoins de vos clientes. Est-ce que néanmoins, il n'y a pas eu des dispositifs de mis en place alors à la fois pour le signalement, mais aussi peut-être pour le recours? Est-ce qu'il n'y a pas, je sais que localement, il y a des solutions qui ont été trouvées pour mettre des personnes à l'abri, des femmes, des enfants, enfin, en tout cas de mettre des familles à l'abri. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples aussi des dispositifs locaux ou nationaux mis en place et leurs résultats très concrètement? Il y a trois choses. Il y a les dispositifs locaux, les dispositifs nationaux, et puis il y a ce que l'institution judiciaire peut ou peut ne pas faire et a ou n'a pas fait. En ce qui concerne les dispositifs nationaux, on les connaît, et c'est d'abord le 3919. Le 3919, il a été submergé d'appels. Heureusement qu'il existe. Heureusement que cette plateforme elle est dotée de moyens. Heureusement que les femmes peuvent avoir un interlocuteur là ou une interlocutrice extrêmement rapidement. Et c'est d'abord
le premier interlocuteur qu'il faut avoir dans ces situations-là. Il y en a d'autres. Les services de police, c'est le travail. Hein. Lorsqu'on composait le 17, ça fonctionnait, et ça fonctionnait même plutôt bien. Et puis, il y a cette plateforme de signalement que l'on mise en place par la ministre et qui fonctionnait également. Donc, les dispositifs ont été mobilisés. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a eu d'autres types de dispositifs un peu plus, comment dirais-je, anecdotiques, mais qui ont une importance aussi dans les hypermarchés, des capacités, des possibilités de signalement, dans les pharmacies, des mobilisations pour signaler. Alors, moi, je n'ai pas de retour là-dessus. Hein. Je ne sais pas comment ça a véritablement fonctionné, mais j'ai presque envie de dire que ce n'est pas très grave. Ce qui est important, c'est le signal qui est donné. Et le signal qui est donné, c'est il y a une mobilisation très forte, il y a un regard qui est porté sur ce que vivent ces femmes dans le huis clos de leur domicile, et donc c'est comme ça des passerelles qui sont tendues et des perches qui sont tendues, et ça a le mérite d'exister. Sur le plan local, à Nantes, on a vraiment une chance incroyable. À Saint-Denis, il y a évidemment la Maison des Femmes, mais à Nantes, on a Citadelle, qui a été créée l'année dernière et qui, là aussi, accueille les femmes 24 heures sur 24 avec leurs enfants, et c'est un refuge immédiat, et qui a continué de travailler. Alors, les gens de Citadelle disent qu'elles n'ont pas, elles, observé de recrudescence extrêmement importante des demandes de mise à l'abri, mais peut-être parce que, justement, en période de confinement, aller jusqu'au départ du domicile conjugal, c'est quelque chose de très compliqué. Parce que sur le même territoire, Solidarité Femmes Loire-Atlantique, hein, qui est une association de terrain très, très active en Loire-Atlantique, elle, sur sa ligne d'écoute dédiée, a observé une augmentation des appels. Donc vous voyez, c'est disparate en fonction des interlocuteurs. Et moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'effectivement, là où il aurait pu y avoir un départ du domicile conjugal, soit du conjoint violent, soit de la victime en temps normal, en période de confinement, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà pour les dispositifs non institutionnels, plus exactement, qui ne relèvent pas de l'institution judiciaire. Pour ce qui est de l'institution judiciaire, qui est ma partie, et j'en termine là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Alors, les magistrats étaient sans doute au travail, les avocats aussi, sauf qu'entre les deux et pour les justiciables, ben, il y a quelque chose qui ne passait pas. Dans ce qui me concerne, à savoir la protection des femmes victimes de violences conjugales, j'ai pu avoir accès au juge concrètement sur quelques ordonnances de protection judiciaire, et on reviendra peut-être sur ce mécanisme-là qui permet d'obtenir du juge des affaires familiales une protection assez rapide. Ça a été concrètement possible, mais il y a toutes ces autres situations qui nécessitent qu'on ait accès au juge, parce que, encore une fois, si on est sur ce que j'appelle des violences conjugales, c'est pas un bon terme, mais pour qu'on comprenne de basse intensité, c'est-à-dire concrètement, on ne se retrouve pas avec 2 dents pétées et une fracture nasale, et bien, dont la preuve est quand même plus compliquée à administrer pour obtenir une ordonnance de protection, il faut quand même qu'on ait accès au juge, et là, force est de constater que c'était absolument impossible. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Rada Hatem, Anne Bouillon vient d'insister sur l'explosion des violences. Pour vous, et j'irai du côté de la santé, qui est aussi votre partie, quel a été votre constat? C'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'impact autour de la détresse psy, des burn-out parentales, des violences, oui, on vient d'en parler. Et vous, de votre côté, autour de l'accueil des femmes et particulièrement sur les questions liées à la santé reproductive, est-ce que vous avez des éléments à partager avec nous? Vous avez d'ailleurs rédigé une tribune en ce sens, hein, sur l'allongement des délais d'IVG. Est-ce que cette période de crise a là encore renforcé cette difficulté d'accès, en tout cas pour un certain nombre de femmes? Bien, la situation est, comme dans le monde de la justice, contrastée. Bien sûr, la première chose qui était compliquée, c'était que seul le Covid avait droit de cité, donc toutes les autres problématiques médicales semblaient reléguées au second plan.
Alors bien sûr, dans mon domaine de compétences, il y en avait 3 qui ne pouvaient absolument pas l'être. C'est tout ce qui est cancer féminin. Et malgré ça, la fermeture des blocs opératoires fait que des interventions pour cancer ont dû être déprogrammées et reportées, ce qui est quand même un petit peu anxiogène pour les femmes, même s'il n'y a pas forcément de perte de chance. Le deuxième sujet qui ne peut pas être déprogrammé, c'est l'accouchement. Et je voudrais juste dire 2 mots de cette situation. C'est que, évidemment, les maternités ont dû se réorganiser en urgence. Évidemment que nous ne savions absolument rien. Et c'est ça qui est fascinant, parce qu'en Chine, en Italie, il y a eu des accouchements. Et nous, on était encore en train de se demander, est-ce que les enfants risquaient d'être infectés? Est-ce que les papas avaient le droit de venir? Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de tâtonnements. Et ce qui me peine un peu, c'est qu'il y a une enquête nationale sur les violences obstétricales en période de Covid qui mélange un petit peu tout, c'est-à-dire ah ben c'est horrible, mon mari n'a pas pu être là, c'est de la violence. Et on oublie qu'en fait, les soignants étaient aux avant-postes, tout aussi démunis, en train d'essayer de faire le moins mal possible. Donc, je voudrais quand même rappeler que tout n'est pas violence et que les médecins n'ont pas fait des choses pour maltraiter les femmes, mais qu'ils étaient eux-mêmes extrêmement perdus. Et voilà, on a progressé depuis, mais il ne faut pas oublier que dans des périodes comme ça, c'est déjà formidable d'avoir un hôpital, de pouvoir accoucher en sécurité, d'avoir des gens qui sont là, quoi qu'il arrive, pour vous accueillir. Voilà, je voudrais juste rappeler ce sens de notre mission qui me semble essentiel. Le troisième sujet, évidemment, c'est qu'on ne peut pas décaler, c'est l'avortement. Et là, le gouvernement a été assez fair-play en annonçant quand même que oui, l'avortement était une urgence et de soins et qu'on n'allait pas fermer les centres de planification. Malheureusement, il y a eu des centres fermés parce qu'il y avait des soignants malades, parce que c'était loin. Et pour les femmes, ça a été plus compliqué que d'habitude. Parfois, votre centre de planif est à 60 km, vous ne pouvez pas y aller, quand vous n'avez droit qu'à 1 km autour de chez vous. Quand vous devez y aller 3 fois de suite pour voir le médecin, l'anesthésiste, prendre les comprimés, revenir, ça n'est pas simple non plus. Donc, on a dû faire aussi preuve de beaucoup de créativité pour assurer un accès à l'avortement le plus fluide possible. Et malheureusement, ce n'est pas du tout pareil dans toute la France. Donc, ça a mis en évidence une disparité territoriale qu'il faudrait aujourd'hui reprendre en considération et retravailler. Il y a des endroits où c'était impossible, il y a des endroits où de toute façon les médecins ne veulent pas faire des avortements au-delà de 12 semaines d'aménorrhée alors que la loi l'autorise. Et donc il faut aujourd'hui remettre tout ça à plat parce que ce n'est pas normal qu'en fonction de votre lieu d'habitation, vos droits ne soient pas les mêmes. Après, bon, il y a tout ce dont on a beaucoup parlé, c'est-à-dire impossible d'aller à l'étranger, incertitude financière, comment je vais payer l'étranger même si j'arrive à trouver une voiture, un train, ça ne va pas être possible. Et c'est pour ça qu'on a aussi, et avec l'aide de Laurence Rossignol, que je remercie pour son soutien tout au long de cette période, essayé d'obtenir du gouvernement un allongement du délai légal pour avorter. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? Alors, je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais on a moins de demandes d'avortement globalement. Est-ce que parce qu'il y a eu moins de rapports sexuels? J'ai lu des papiers qui disaient qu'en période de Covid, la libido des gens était en berne et qu'en fait, il y a eu beaucoup moins de rapports sexuels. C'est possible. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont été en aménorrhée, c'est-à-dire que pendant tout le confinement, elles n'ont pas eu leurs règles. Donc évidemment, ça ne facilite pas non plus la grossesse, mais il y a eu beaucoup plus de tests de grossesse vendus en pharmacie. Donc il y a eu beaucoup d'inquiétudes autour de ce sujet. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on a plus qu'avant des demandes hors délai. Alors, ces demandes hors délai, elles s'expliquent de plein de façons. J'ai 15 ans et je ne pouvais pas dire à mes parents pourquoi il fallait que je sorte. J'avais un projet d'enfant avec un mari qui avait l'air très gentil et le confinement a fait apparaître des violences psychiques et puis physiques. Et puis, je ne veux plus de cet enfant avec cet homme-là. Ou alors, j'étais tellement perdue que j'étais paralysée, je ne prenais aucune décision. Et au déconfinement, je me suis un peu bougée et voilà. Et toutes ces femmes-là arrivent tard. Donc, pour certaines, on s'est un petit peu arrangé avec notre conscience. Pour d'autres, on a mis en place le fameux avortement pour raison médicale de détresse maternelle, qui est très compliqué à mettre en place. Et là encore, il va falloir remonter au front
sur cette thématique spécifique. Et on a essayé d'accompagner, en tout cas nous, à Saint-Denis, on a mis en place un réseau de maternités qui acceptaient et on a accompagné toutes les femmes qui étaient venues nous demander. Je sais que ce n'est pas du tout le cas dans tous les autres départements et que là encore, les inégalités territoriales sont majeures. Alors, au-delà de la santé sexuelle et reproductive, il y a la vie des femmes. Et par exemple, Arnaud Gallet, le président de, comment s'appelle son mouvement, ça va me revenir, a mis en place une plateforme soutien téléphonique parental. Parce qu'il s'occupe justement de crèches pour familles en difficulté. Il n'y a que des femmes qui ont appelé. Il n'y a que des femmes qui étaient en burn-out parental entre je n'ai pas de quoi nourrir mes enfants, je dois télétravailler, je dois faire l'école. Et ça, c'est quand même un peu préoccupant. Et puis, en psychiatrie et aux urgences, tous les médecins nous alertent sur la survenue de souffrances et d'états aigus psychiatriques chez des gens qui n'étaient pas du tout connus pour avoir ce genre de pathologie. Donc, je pense que l'impact du Covid sur la santé des femmes a été vraiment multiple et qu'il va falloir plusieurs mois pour faire le point et pour se préparer si jamais une autre vague devait arriver. Oui, justement, vous parliez, je pense, dans une interview il y a quelques semaines de la période de déconfinement, post-confinement d'ailleurs, en disant le pire est devant nous. C'est justement sur les faits un peu révélateurs qu'on constate aujourd'hui, que vous alertiez sur le fait que, effectivement, la période sanitaire et de crise a généré des situations extrêmes dont la révélation se fait aujourd'hui. Oui, et même des choses encore plus, par exemple, des femmes qui supportaient un peu leur mari pas très sympathique, parce qu'il y avait la possibilité elles-mêmes de sortir, et lui aussi, et qui sont venues nous voir alors qu'elles n'avaient jamais consulté avant, en disant bah, là, aujourd'hui, je m'aperçois que ce que je vis est intolérable. Donc, on a eu beaucoup de demandes de femmes qu'on ne suivait pas, et beaucoup de demandes de mise à l'abri en grande urgence. Alors qu'on était ouvert, mais qu'on faisait surtout pour les violences, on faisait des consultations par téléphone et on était ouvert pour les situations vraiment, vraiment catastrophiques. Et on a eu des choses aiguës qu'on n'a pas d'habitude et bien plus. Et heureusement qu'il y a eu quelques dispositifs d'hébergement, notamment avec des hôtels grâce à la Fondation des femmes, où on a pu héberger des femmes en urgence. Donc ça, c'est aujourd'hui que nous avons repris nos consultations normales, nous voyons arriver des femmes qui expliquent que ce qu'elles toléraient avant, ça ne va plus du tout être possible. Et le confinement, en plus, a rendu suraigus des souvenirs, par exemple chez des femmes qui avaient été victimes d'inceste et de séquestration dans l'enfance. Le fait d'être confiné a ravivé des souvenirs terribles et les a remis dans une situation de grande vulnérabilité. Je pense aussi aux migrantes qui ont revécu la prison en Libye, par exemple, au moment du confinement et dont le syndrome de stress post-traumatique s'est trouvé réactivé. Et dans votre activité, donc l'activité que vous menez à la Maison des femmes de Seine-Saint-Denis, donc la Maison des femmes a été arrêtée, en tout cas fermée, comme vous le disiez, pour… non, pas du tout. Non, nous sommes restés, nous ne faisons pas d'hébergement. Donc nous étions toutes sur le pont, sauf on est à tour de rôle tombé malade. Donc il y a eu des absences comme ça, mais on a toujours été ouverts. Et alors évidemment, on ne recevait plus trop pour l'excision, puisque déjà toutes les personnes qui avaient besoin de certificats, c'était plus le sujet. Et l'excision n'est pas une urgence, sauf quand il faut protéger les petites filles. Mais on était ouvert pour les violences et pour l'accompagnement à l'IVG. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait énormément parce qu'on a fait beaucoup d'avortements médicamenteux. Les femmes étaient terrorisées à l'idée de se faire endormir, à l'idée d'entrer dans un hôpital ou dans un bloc opératoire. Et là où d'habitude, elles ne sont pas toujours aussi enthousiastes pour l'avortement médicamenteux, là, elles étaient à fond. Et comme grâce aussi à notre travail de lobbying, on a obtenu que ça puisse se faire à domicile un petit peu plus tard qu'en temps normal, et ça a permis de résoudre quand même beaucoup de situations simples. Il ne nous restait plus que les situations très compliquées. Très compliqué. Très bien.
On reviendra, hein, l'échange n'est pas terminé, mais Madame Rossignol, on l'a vu pendant cette période-là, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place, des dispositifs existants renforcés, de nouveaux dispositifs, des plateformes et puis des dispositions aussi locales, hein, qui se mettent en place de manière un petit peu plus spontanée. Mais on voit bien qu'il reste encore aujourd'hui, je dirais, des trous dans la raquette. Alors le 28 mai dernier, le Sénat rejette l'allongement temporaire du délai d'IVG pendant la crise sanitaire. Alors, le délai est fixé à 12 semaines. Il y avait une sollicitation pour qu'il soit allongé à 14 semaines. Qu'en est-il aussi de ce fameux décret un peu polémique autour des ordonnances de protection des victimes et de la loi sur les violences faites aux femmes? Voilà, vous l'expliquez, ça ne change pas véritablement la condition des femmes. Donc, comment est-ce que le travail parlementaire se saisit aussi de ces questions-là et peut-être, avec cette exposition de crise, peut-être nécessite en tout cas un travail particulier aujourd'hui pour préparer peut-être demain. D'abord, bonjour aux participants et participantes et participants à cette matinale. Bonjour à la mutualité des Pays de Loire et merci de cette invitation. Et puis bonjour à mes deux complices qui sont Rada Hatem et Anne Bouillon, puisqu'on a l'habitude de porter ensemble des combats en commun. Et je dois dire qu'elles sont pour moi, en tant que parlementaire et aussi en tant que présidente d'une association féministe, deux expertes particulièrement indispensables. Plusieurs choses. Je vais avoir ma double casquette de sénatrice socialiste et de présidente de l'Assemblée des femmes. Et je vais essayer de répondre à vos questions. D'abord, tout s'est passé exactement comme prévu pendant ce confinement. Malheureusement, nous n'avons eu aucune surprise et pas beaucoup de bonnes surprises, bien entendu. C'est-à-dire que 24 heures après l'annonce du confinement, avec l'Assemblée des femmes, nous avons publié un document dans lequel nous disions que le confinement allait exposer les femmes à davantage de violences dans le cadre de l'enfermement familial, que le confinement allait compliquer l'accès aux soins et en particulier l'accès à l'IVG, et qu'en plus, et j'y reviendrai, le confinement allait ramener les femmes vers les tâches ancestrales qui leur sont dévolues, c'est-à-dire le soin aux malades et toutes les tâches domestiques. Et tout s'est passé comme ça. Donc, ce qu'on peut observer pour autant, parce qu'il faut être positif, c'est que le sujet des violences intrafamiliales a été traité par le gouvernement. Je ne suis pas particulièrement complaisante à l'égard de ce gouvernement et de ses différents ministres, mais le sujet a été traité. En partie aussi parce que le sujet a pris au cours des dernières années beaucoup de visibilité. C'était très difficile de ne pas en parler. Depuis MeToo, on a une vague qui est importante, à la fois de compréhension et d'exposition des violences sexuelles et aussi des violences conjugales par le travail qui a été fait par les associations. C'est-à-dire que du jour où on s'est mis à compter les féminicides au quotidien, comme le fait un compte Twitter, on a eu une vision, une approche sur toute l'année du phénomène. Donc, le point positif, c'est que le sujet a été traité. On peut voir beaucoup de choses. Par exemple, pendant le confinement, sur les télés, il y avait souvent défilait sur l'écran pour les violences conjugales, pour les violences intrafamiliales, appelez tel numéro. Si vous êtes témoin, appelez tel numéro. Le sujet n'a pas été invisible. Ça, c'est une très bonne chose. Il a été traité, je dois le dire, par les forces de police et de gendarmerie également. Moi, j'étais dans mon propre département. On avait un point toutes les semaines avec le préfet et les différents représentants de l'État dans le département. Et très vite, les gendarmes nous ont indiqué qu'ils étaient beaucoup sollicités, plus 130% des interventions pour des conflits familiaux. Parfois en amont, les voisins ont beaucoup appelé la police de peur qu'il se passe des choses à côté de chez eux. Et donc, il y a eu beaucoup d'interventions. Où ça devenait plus compliqué, c'était ce qui se passait après l'intervention. C'est-à-dire que comme la justice était, comme la disait tout à l'heure Anne Bouillon, assez paralysée, que les dispositifs d'éviction des conjoints violents ou d'accueil des familles étaient fragiles, ils le sont toujours et ils l'étaient aussi dans cette période-là et tout sollicités, la phase 2 après l'intervention a été beaucoup plus difficile. Ça, c'est quand même, il faut quand même noter ça et il faut avoir en tête que cette mobilisation des services de police et de gendarmerie qui est inédite à mes yeux, il faut conserver cet acquis avec eux. C'est-à-dire qu'il faut continuer de travailler.
dans les départements avec les responsables des polices gendarmeries pour qu'ils conservent ce qu'ils ont appris aussi un peu à faire et ce qu'ils ont mobilisé pendant le confinement. Ça, c'était les premières remarques que je voulais faire sur les effets du confinement, effets positifs, effets négatifs. Bien entendu, au Sénat, nous avons buté sur la question de l'allongement des délais d'IVG et on a très vite, sous la sollicitation de Rada Hatem, très vite, on est intervenu demander au gouvernement d'allonger les délais d'IVG et de modifier les conditions d'accès à l'interruption médicale de grossesse en cas de détresse sociale pour faciliter l'accès à l'interruption médicale de grossesse. Et là, on s'est heurté à un mur. Et ma conclusion, c'est quand même que l'IVG demeure l'os dur, le point névralgique de l'avancée des droits des femmes. Et qu'on peut avancer sur beaucoup de sujets, surtout d'ailleurs en affichage, on peut avoir beaucoup de discours très pro-égalité, et à un moment donné, on bute sur l'IVG, donc sur les droits sexuels et reproductifs et sur les droits des femmes à disposer de leur corps. Et il faut avoir ça en tête quand on est aujourd'hui, comme moi, militante féministe, c'est que la limite du consensus, elle est là-dessus, et c'est pas par hasard, parce que c'est pour moi la question centrale des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je rappelle quand même que c'est un dossier qu'on avait ouvert il y a déjà 1 an, quand j'avais fait voter un amendement au Sénat pour allonger de 2 semaines les délais d'IVG, parce qu'on sait bien qu'il y a une hypocrisie dans notre pays qui est assez troublante, c'est-à-dire qu'on ne veut pas allonger les délais d'IVG, mais on s'arrange très bien que les femmes qui sont en délai partent à l'étranger pour pratiquer des IVG. Donc on sous-traite aux pays voisins ce qu'on n'a pas le courage politique de faire nous-mêmes. Et évidemment, à la moindre fermeture des frontières, ces femmes hors délai, elles ne peuvent plus sortir et donc elles reviennent comme un sujet français. Et le gouvernement avait refusé cet amendement parce que je ne sais pas, il y a le Sénat, mais le problème, ce n'est pas le Sénat dans cette affaire de délai d'IVG, c'est le gouvernement qui n'en a pas voulu. Si le gouvernement en avait voulu, l'amendement aurait été voté à l'Assemblée nationale et il serait passé. Mais parce que pourquoi? Quel argument qu'on m'a opposé? Ah oui, mais si on le fait pendant le confinement, on ne pourra jamais revenir en arrière. Et effectivement, comme on ne disait rien, je disais mais non, mais en fait, au fond de moi-même, je me disais mais j'espère bien qu'on ne pourra pas revenir en arrière parce qu'il faut allonger de 2 semaines les délais d'IVG en France. C'est indispensable de le faire. Bref, ce n'est pas passé. Là, il y a 1 an, le gouvernement et l'Assemblée s'étaient engagés, après le retrait de la mesure allongement des délais il y a 1 an, à présenter au Parlement un bilan et des nouvelles avancées pour les droits à l'IVG. Ça devait être fait en novembre. On est début juillet. On attend toujours le début d'une proposition mise en œuvre, capable d'être mise en œuvre. Bon, donc, je ferme cette parenthèse sur le rôle, la question toujours centrale de l'accès aux droits sexuels et reproductifs, qu'on retrouve d'ailleurs, je fais une parenthèse dans la parenthèse, pardonnez-moi, sur les questions de PMA. C'est-à-dire que quand on discute procréation médicalement, AMP, assistance médicale à la procréation, eh ben on bute surtout à un moment donné sur le fait qu'il faut mettre une limite à ce que les femmes pourraient décider pour elles-mêmes. On est supposé dire que non, le post-mortem c'est pas bien, les célibataires c'est pas bien, il y a tout un tas de limites. Donc les femmes ne sont toujours pas consensuellement maîtres de leur corps et de la procréation et de la contraception en réalité. Même si le gouvernement Rada Hatem a assoupli l'accès à l'interruption de grossesse médicamenteuse, même s'il y a eu le gouvernement n'a pas été indifférent, mais l'allongement des délais, c'est une espèce de barrière qu'il n'arrive pas encore à franchir. L'autre sujet que je voulais aussi évoquer dans cette affaire, avant de parler, de tirer un mot sur l'ordonnance de protection, mais Anne étant là, elle fait bien mieux que moi sur ce sujet. Donc, je voudrais dire que le confinement a aussi révélé des sujets qui sont devant nous, des sujets lourds. Et je pense en particulier à tout ce qui est télétravail et travail à distance, qui aujourd'hui, le télétravail est devenu un objet social pas encore totalement identifié. Moi, de mon point de vue, j'ai tendance à penser a priori que le télétravail, pour les femmes, c'est probablement une grosse arnaque. Parce que c'est-à-dire que ça leur permet de rester à la maison et de continuer d'assumer l'essentiel des tâches domestiques, 70%, je rappelle toujours, pèse sur les femmes, et en même temps de travailler et de gagner leur vie. J'ai tendance à penser ça.
Ce que j'observe pour autant, c'est qu'il y a une vraie demande. Moi, je suis élue de l'Oise. Quand on connaît les temps de transport des habitants de mon département pour aller bosser, on peut comprendre que les gens aient envie de récupérer 1h30 par jour de vie. Voilà, et qu'ils aient envie de rester chez eux. Donc, par rapport à un sujet comme le télétravail, il va falloir qu'on le traite d'un point de vue social, et l'émancipation dans le travail, la place des femmes dans la double journée et le cumul des tâches domestiques et du travail, et leur aspiration au télétravail qui est réel et qui d'ailleurs concernera aussi les hommes. Mais il n'y a pas le même sujet. Quand c'est les hommes qui demandent le télétravail, je n'ai pas la même inquiétude sur le fait qu'ils vont en même temps avoir un rôti dans le four, une lessive dans la machine et repasser du linge en faisant la visioconférence. Je suis moins inquiète pour eux. Donc ce sujet-là, il faudra le traiter et c'est un des sujets qu'on traitera. Je fais ma minute de publicité à l'université d'automne de l'Assemblée des femmes, 10-11 octobre à La Rochelle, à laquelle j'invite tout le monde à participer et on traitera la question de quelles propositions pouvons-nous faire, nous féministes, pour encadrer le télétravail de façon à ne pas être en opposition à une demande des intéressés et ne pas non plus laisser les choses se faire de manière totalement libérale, je dirais, dérégulée et en exposant les femmes davantage. Sur l'ordonnance de protection, alors j'ai une chose que je voulais dire aussi sur les questions des violences, c'est que le confinement a aussi révélé la diversité, les inégalités, Radar en parlait pour l'accès à l'IVG, mais aussi pour le tissu associatif qui accompagne les femmes victimes de violences conjugales. Dans les départements où le tissu associatif est solide, fort, a des moyens, les choses se sont mises en place bien. Dans les départements où le tissu associatif est fragile, eh bien, là, les policiers et les gendarmes me disaient on n'a pas de relais derrière nous. Le tissu associatif est trop fragile. Et donc, c'est pour ça que j'engage aussi les participants à cette conférence à militer dans leur département au CIDFF, parce qu'on a des problèmes de renouvellement générationnel, les vieilles générations des centres d'information des droits des femmes et des familles, qui sont une des structures pivots de réponse aux femmes en difficulté, ces structures, les CIDFF connaissent, ont besoin d'un renouvellement générationnel. On voit bien qu'il y a des difficultés à l'engagement aujourd'hui dans les nouvelles formes de participation à la vie collective. Et il faut militer dans toutes ces associations-là, CIDFF, FNSF, toutes les structures qui permettent d'offrir des solutions aux femmes. Parce qu'il ne faut jamais oublier que ce n'est pas l'État qui est sur le terrain. L'État a sous-traité depuis toujours, depuis longtemps, dirons-nous, au tissu associatif, la prise en charge des femmes victimes de violences. Et si le sous-traitant disparaît, il n'y a plus rien. Donc, il faut s'engager aussi dans ces structures-là, on en a absolument besoin. Sur l'ordonnance de protection, et ce sera mon dernier mot, le gouvernement, on a évidemment discuté de propositions de loi qui étaient déjà dans les tuyaux avant le confinement, qui sont revenues, et il y avait une proposition sur l'ordonnance de protection, et le gouvernement avait publié un décret qui était absolument impraticable pour les femmes, qui donnait un délai trop court. Nous, on a déposé avec mes collègues au Sénat un amendement disant en gros que c'était, je ne vous rentre pas dans les détails, c'est trop compliqué, donc il fallait rendre les choses plus faciles et en particulier donner à la justice la charge de délivrer les convocations aux conjoints violents. Ce décret est en discussion, un nouveau décret est paru qui a allongé les délais. Je n'en suis pas totalement satisfaite pour ma part, mais si les associations et les juristes qui ont participé à la commission mise en place par la ministre de la Justice le valident, je continuerai de penser que ce n'est pas la meilleure solution, mais moi, je ne peux pas être totalement seule sur ces batailles-là lorsque le monde associatif et les professionnels trouvent que ça va. Je pense qu'il était mieux que ce soit la justice qui convoque les maris violents, mais Anne, elle sera plus précise que moi si vous le souhaitez sur ce sujet un peu technique quand même, mais essentiel dans la protection des femmes victimes de violences. Voilà, je crois avoir répondu à toutes vos questions.
Merci. Peut-être justement, Anne Bouillon, je reviens vers vous, un petit peu sans complexifier effectivement pour nous qui ne sommes pas juristes cette ordonnance, mais voilà le point, je dirais, un peu d'accroche de cette ordonnance et qu'est-ce qu'il permet ou qu'est-ce qu'elle permet ou qu'est-ce qu'elle ne permet pas. C'est un texte qui est déjà ancien, l'ordonnance de protection, et qui évolue avec l'idée que le juge des affaires familiales doit pouvoir être saisi rapidement en cas de violence probable et causant un danger. Donc il y a une double condition cumulative, il faut des violences et il faut que celles-ci mettent en danger. Alors après, je pourrais vraiment prendre un long moment pour m'interroger sur la question de savoir comment est-ce que des violences peuvent ne pas mettre en danger, mais ça nous amènerait trop loin et c'est un vieux débat. En tout cas, la condition cumulative, c'est celle-là, hein, c'est violence et danger. Et ce texte a été amélioré par le législateur jusqu'à encore récemment, avec l'idée qu'une ordonnance de protection doit être rendue dans un délai de 7 jours, entre le moment où le juge fixe son audience et le moment où il délivre l'ordonnance. Mais Laurence vient de le dire, il y a des modifications qui ont été apportées par le gouvernement, par le biais d'un décret, qui ont rendu en réalité, et sous couvert d'efficacité, cette saisine, elle devient tellement technique dans les délais qu'il nous faut respecter, nous, sur le terrain et praticiens, que de fait, si les choses restent en l'état, on ne pourra plus saisir le juge des affaires familiales en ordonnance de protection. Donc, moi, je n'ai pas très bien compris en réalité quelle était l'intention, parce que ça devient une telle usine à gaz que c'est extrêmement contre-productif et on va laisser tomber l'ordonnance de protection alors que c'est le meilleur outil dont on dispose jusqu'à présent parce qu'il permet d'avoir l'autorité parentale exclusive pour le conjoint violenté, il permet de dissimuler son adresse, il permet au juge de faire interdiction à la personne, et ça c'est une nouveauté, de se rendre sur certains lieux. Jusqu'auparavant, seul le juge pénal pouvait interdire à quelqu'un de se rendre à la sortie de l'école, à la sortie du travail. Donc il y a des dispositions vraiment très intéressantes en matière de protection des victimes de violences conjugales, mais encore faut-il pouvoir avoir accès au juge et pouvoir le saisir sans se prendre des irrecevabilités dans la figure. Mais peut-être pour aller au-delà de la simple question de l'ordonnance de protection, moi j'ai deux enseignements à tirer, enfin un enseignement et une proposition. L'enseignement, c'est que, à l'évidence, la crise a montré que l'institution judiciaire était aussi le parent pauvre de notre démocratie. Les gens ne se rendent pas compte à quel point la justice dysfonctionne. Une magistrate, il y a peu, disait que la justice est un naufrage avant qu'ils aient accès et affaire à la justice dans leur vie de tous les jours, en termes de délai, en termes de moyens, en termes d'accès au juge, en termes de... voilà, c'est extrêmement compliqué. Et à Nantes, particulièrement, la justice familiale est en très grande souffrance. Donc, bien sûr, l'institution hospitalière a montré son manque de moyens et son besoin de moyens, mais juste derrière, voire à côté, il y a la justice. Et il faut vraiment que le gouvernement se penche sur cette question. Et a priori, je ne suis pas très optimiste. Bon, donc ça, c'est le constat. Mais sur comment faire pour améliorer les choses, avant la crise du Covid, nous étions un certain nombre à militer pour une juridiction spécialisée sur la question des femmes. Vous savez qu'en matière d'enfance, on a une juridiction spécialisée, c'est le juge des enfants. Peut-être savez-vous qu'en Espagne, qui est légèrement en avance sur nous sur cette question, il y a une juridiction spécialisée sur ces questions de violences faites aux femmes. Et quand je parle de juridiction spécialisée, c'est un juge qui posséderait la double compétence pénale et civile, de manière à pouvoir connaître d'une situation et pouvoir rendre un jugement qui aurait une valeur sur le plan pénal et organiser sur le plan civil les rapports parentaux notamment et la protection de la victime. Ça, c'est pas du tout, on glisse petit à petit parce qu'on donne au juge pénal des compétences en matière d'exercice de l'autorité parentale, par exemple. On donne au juge civil des prérogatives, je vous disais, qui relèvent naturellement du juge pénal. Donc, il y a ces glissements de terrain progressifs, mais franchissons le cap.
créons cette juridiction spécialisée. Et si on a une juridiction spécialisée, alors il est bien plus facile de se dire que pendant le temps de confinement, pendant le temps de crise, cette juridiction spécialisée restera au travail et restera accessible. Donc voilà, en fait, moi, je continue de militer pour ce pourquoi nous militions avant la crise. Et la crise, elle a eu un effet de loupe, de miroir grossissant. Tout ce qu'on pressentait avant s'est révélé exact et continue de dysfonctionner. Donc, c'est ces enseignements-là qu'il faut tirer. Merci. Alors, il y a quelques questions qui commencent à émerger, donc je vais distribuer la parole en fonction des sujets. Peut-être d'abord une question vers Rada Hatem. Vous l'avez évoqué, je pense aussi vous l'avez évoqué pendant le confinement, la question de la violence morale et de la détresse psychologique. Est-ce qu'aujourd'hui, alors je ne vais pas dire qu'à l'intérieur du système sanitaire, là aussi, il y a des départements qui sont aujourd'hui en vraie difficulté, mais on le sait. La question de la santé mentale, particulièrement, est aujourd'hui sur la sellette, puisque c'est une vraie difficulté de trouver des dispositifs aidants. Est-ce que vous avez fait ce constat-là aussi? Et est-ce que vous avez mis en place des aspects spécifiques pour prendre en charge la détresse psychologique qui peut provoquer des situations et qui sont probablement liées aussi à des situations de santé que vous rencontrez, mais qui aussi nécessitent une approche particulière? En fait, on a toujours considéré que les violences psychologiques étaient des violences conjugales à part entière. Les femmes le disent elles-mêmes, c'est presque pire que les coups. Ça ne se voit pas et ça fait encore plus mal et ça détruit vraiment en profondeur l'estime de soi et tout ce qu'il y a autour. Donc pour nous, on ne fait pas de différence. On prend en charge les femmes qui nous racontent des histoires de violences psychologiques, même s'il n'y a jamais eu un seul coup. Et qui notamment sont perpétrées devant les enfants, qui voient que leur maman est totalement dénigrée et rabaissée, etc. Et pour nous, elles sont aussi graves que les autres et elles ont besoin du même soutien psychologique. Donc, pour anticiper l'afflux qu'on pressentait, on a lancé un appel à dons ciblé et nous allons embaucher psychologues, assistantes sociales et conseillères conjugales pour accompagner toutes ces situations qui émergent, mais qu'on connaît et qu'on a toujours traitées de manière aussi technique que les violences physiques. Et donc là, c'est aussi une très bonne, je pense, illustration de ce que vous signaliez tout à l'heure, Laurence Rossignol, sur la diversité des situations liées à l'existence d'acteurs engagés, mobilisés avec une expertise dans des terrains, sur des territoires où il y a des choses qui avancent et puis des territoires complètement démunis aujourd'hui. Alors, nous sommes dans une région avec là aussi des villes importantes, avec des moyens dotés. Vous faisiez allusion tout à l'heure, Anne Bouillon, à Citadelle. Il y a d'autres villes en région Pays de la Loire qui se sont organisées, mais il y a aussi un certain nombre de territoires. Je ne vais pas parler des déserts médicaux, ce n'est pas le sujet et on ne va probablement pas traiter de ça ce matin, mais en tout cas où on voit une absence d'offres, une absence de services, une absence de recours plus institutionnalisés, mais aussi de recours, je dirais, associatifs, plus spontanés, liés à un tissu ou un terreau historique. Donc, comment est-ce qu'on peut aussi essayer de travailler sur cette question de la mise en réseau qui est essentielle, de dire on n'a peut-être pas l'expertise, mais comment est-ce qu'on fait pour aller chercher l'expertise, la faire venir ou en tout cas amener les personnes vers une expertise existante. La question territoriale, elle est très forte et là aussi, la crise a mis à jour cette difficulté et ce gap entre les territoires. Peut-être Laurence Rossignol, Rada Hatem. Moi, je veux bien répondre à la partie de la question qui est comment on fait pour mettre en réseau les gens de bonne volonté qui partagent des valeurs communes et des ambitions communes. Franchement, si j'avais la réponse magique à votre question, je serais maître du monde. C'est mon, voilà, je peux vous dire que je peux répondre ce sur quoi ça s'appuie. Il faut des élus locaux parce qu'on a besoin de l'appui des conseils départementaux, des communes, des intercommunalités, des conseils régionaux. Il faut des élus locaux qui aient envie d'avoir un tissu démocratique et associatif riche
toniques, parfois contestataires autour d'eux, et qui ne fonctionnent pas uniquement par le clientélisme et la mise sous coupe réglée du tissu associatif. Donc, il faut avoir des élus locaux qui se sont appuyés, qui s'appuient sur un processus de citoyen et démocratique dans la manière dont ils sont présentés aux citoyens. Ça, c'est la première chose. Il faut un travail particulier sur les départements qui n'ont pas de très grandes villes. En fait, là où il y a une métropole, là où il y a une université, là où il y a des grandes villes, où une histoire, voilà, vous avez des Françaises, mais Niort n'est pas une grande ville, mais je ne suis pas inquiète sur la vitalité de la ville de Niort en matière d'engagement divers. Mais toutes les villes moyennes de France ne sont pas Niort. Donc, il faut aussi un travail particulier sur les départements qui n'ont pas de très grandes villes et qui ont un tissu d'habitants, un tissu urbain, rurbain, qui est très, très disparate. Et puis, de manière générale, mais ça, c'est une réflexion qui va au-delà, je pense que les gens sont confrontés à un problème de temps. Voilà. Le temps est devenu une denrée tellement rare, tellement précieuse dans la vie des gens. C'est pour ça qu'ils sont prêts à préférer le télétravail à l'enthousiasme de la vie collective d'une entreprise, d'un lieu de travail. C'est pour ça qu'ils ne s'engagent pas beaucoup. C'est pour ça qu'ils ne s'engagent que sur des causes extrêmement ponctuelles. Moi, j'ai observé dans mon département, vous fermez une classe dans une école, les parents peuvent occuper l'école pendant 3 semaines. Ils ont un engagement militant qui est ciblé. Et puis, une fois qu'ils ont gagné ou perdu d'ailleurs, ils retournent dans leur vie et leur vie, elle est lourde. Voilà, et la vie des femmes, elle est lourde, elle est pleine de charges. Donc, si on veut avoir une société dans laquelle l'entraide entre les habitants, les citoyens, le réseau, entre les acteurs, ce que je raconte là pour les citoyens, c'est la même chose pour les personnels médicaux, c'est la même chose pour les personnels, pour les professions judiciaires. On a besoin de plus de transversalité, plus de mise en réseau, mais on le prend où le temps de la mise en réseau quand on est déjà dans sa propre activité professionnelle, surchargé de tâches. Donc, il faut que toutes les activités, il faudrait dans un monde idéal que les médecins, une Rada Athènes qui est là par exemple, elle peut diffuser un travail en réseau sur tout son département qui est formidable, elle peut impulser des réseaux, mais elle a besoin de temps parce qu'elle faut aussi qu'elle voit ses patientes. Et puis, il faudrait des Rada Athènes partout, il faudrait des Anne Bouillon dans tous les départements. Et la grande injustice, c'est aussi l'injustice entre les départements, des personnalités engagées qui vont porter quelque chose, construire quelque chose, préparer leur passage de témoin. Et vous, la mutualité, qui avait encore un réseau militant, il faut inciter, d'y réfléchir avec vos adhérents dans quelles activités ils peuvent se déployer et apporter leur expérience, leur engagement pour soutenir aussi des structures qui sont indispensables pour tous les sujets dont on parle ce matin. Merci beaucoup aussi pour cet appel vers la mutualité que je ne manquerai pas de relayer, bien entendu. On a déjà un certain nombre d'initiatives dans ce sens, mais voilà, l'heure est déjà bien avancée. Je reprends dans la suite les questions, Géraldine, qui évoque la question du télétravail, entre aussi une fracture entre les travailleurs de bureau qui peuvent télétravailler et puis ceux qui, de toute façon, ne le peuvent pas. Donc, on voit bien là aussi qu'il y a une discrimination par rapport à des situations, encore une fois, choisies ou non choisies. C'est au cœur de ce sujet-là. Ça renvoie, bien entendu, aux inégalités aussi manifestes dans ce choix-là, mais aussi la double peine dont vous parliez tout à l'heure sur le burn-out parental, où on voit bien que le télétravail, c'est peut-être pas 1h30 de vie gagnée, c'est surtout 1h30 de travaux ménagers supplémentaires ou d'accompagnement des enfants ou des proches, puisque on le sait, les femmes aussi dans les processus de solidarité sont toujours elles qui sont en première ligne. J'ai vu assez peu d'hommes passer des nuits à confectionner des masques. J'ai vu beaucoup moins d'hommes aussi faire des tours pour aller voir les personnes âgées isolées dans les quartiers. Donc, on voit bien aussi que tout
le principe de solidarité qui se met en œuvre pendant ces crises, pendant ces phénomènes exceptionnels, repose aussi beaucoup sur des compétences finalement plutôt féminines. Donc voilà, sur l'intervention de Géraldine. Jessica Saillard aussi qui parle de la formation des forces de police et de gendarmerie. Vous l'avez évoqué plusieurs fois sur la mobilisation que vous avez pu constater qui a été réelle dans bien des cas avec des signalements vers les services de police, de gendarmerie, vers une prise en charge peut-être un petit peu nouvelle dans cette période-là. Donc, on voit bien que probablement que là encore, ce n'est pas spontané, qu'il y a de la formation, il y a de la porosité à articuler, à organiser entre les structures associatives, les services de police, de gendarmerie, les professionnels de la justice et de la santé, pour que cette question de réseau fasse son effet. Donc voilà un point. Je ne sais pas si sur la question de la formation, c'est peut-être le dernier point, la formation alors des forces de police et de gendarmerie. Moi, je pense aussi dans le milieu que je connais plus en lien avec la santé. Je pense à des médecins de premier recours, des centres de santé qui ne sont pas forcément spécialisés sur l'accueil des femmes ou sur la santé de la reproductive, mais qui pourraient aussi être un peu plus accompagnés dans ce signalement et dans cet accompagnement de situations spécifiques. Je veux bien répondre pour ce qui est de la formation. Alors, la formation on peut dire soignants de premier recours, pas que les médecins. On y a beaucoup travaillé avec la Haute Autorité de Santé et on a produit des recommandations qui justement visent à la fois à améliorer le niveau de connaissance et puis à dédramatiser un peu parce que les gens ont toujours très peur du temps que ça va leur prendre et dans quoi je m'engage et est-ce que je ne vais pas faire plus de mal que de bien et est-ce que je vais arriver à tenir ma consultation vu que la dame va pleurer pendant 2 heures si je lui en parle. Donc, nous avons élaboré ces recommandations qui sont destinées aux médecins, aux sages-femmes, aux infirmières, aux kinés, aux dentistes, parce que n'importe quel soignant peut à un moment donné observer des lésions ou bien observer un comportement chez une femme, ou un homme d'ailleurs, qui lui permet de connecter avec de potentielles violences. Et puis pour ce qui est de la formation de la police et de la gendarmerie, par exemple en Seine-Saint-Denis, nous avons été associés à une formation continue des policiers de plusieurs commissariats prendre les plaintes à la Maison des Femmes. Donc, ça fait un petit peu à leur formation et ils viennent prendre les plaintes chez nous. Et le fait qu'ils viennent chez nous, et je sais que ça, c'est un axe de progrès que le gouvernement a mis en évidence, la possibilité de porter plainte à l'hôpital, ben c'est très intéressant parce qu'eux se sentent dans un endroit où les victimes sont reconnues, donc ce sont de vraies victimes, et les femmes se sentent dans un endroit où les policiers, a priori, seraient probablement moins maltraitants qu'ailleurs, puisque adoubés par l'équipe qu'elles connaissent et qui les prend en charge. Donc oui, c'est un sujet extrêmement important à diffuser. Les policiers ont déjà des formations dans leur formation initiale, mais il y a des formations continues qui se mettent en place et qui sont extrêmement précieuses. Très bien. Merci. Donc voilà, on a encore quelques minutes. Peut-être ma question du début pour clôturer. Chacune dans votre domaine, si vous aviez un souhait ou en tout cas un axe de progrès, de travail d'ici la prochaine crise, non, on ne va pas se dire comme ça, mais en tout cas, comment est-ce qu'on peut se préparer aussi à des situations probablement inévitables à venir? Donc peut-être, voilà, le mot de la fin sur un axe de progression qu'on peut aussi porter collectivement. Donc, Anne Bouillon, à vous la parole. Moi, je trouve que ça progresse en fait. Je trouve que les choses évoluent. C'est-à-dire que l'enseignement que je tire de cette crise, c'est que moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier aux côtés des femmes et je vois à quel point ça change et à quel point ça évolue, y compris dans mon exercice professionnel. Donc, je suis plutôt optimiste. Je me dis que si la crise avait eu lieu il y a 20 ans, on n'aurait peut-être pas eu dès le lendemain des regards comme ça, bienveillants et inquiets à l'endroit des femmes. On n'aurait pas eu des réactions citoyennes que moi j'ai observées, des gens qui appellent pour leur voisine ou des gens qui passent dans la rue et qui s'inquiètent des cris qu'ils entendent au sein des foyers. Donc je trouve que ça évolue, je trouve que collectivement notre seuil d'intolérance aux violences conjugales monte.
je trouve que la jeunesse, les jeunes femmes, moi, que je côtoie, se saisissent beaucoup de ces questions-là, se revendiquent féministes et c'est très porteur. Mais peut-être pour faire le lien avec le sujet dont on parlait juste à l'instant, que la formation, ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut qu'on se forme et que c'est la pierre angulaire. Mais il n'y aura pas de formation s'il n'y a pas de volonté politique. Et il n'y aura pas de volonté politique s'il n'y a pas de mobilisation citoyenne. Donc, continuons à faire ce que vous faites à votre échelle et à ce que nous faisons toutes, parce que, encore une fois, il me semble que dès lors qu'on continue de se mobiliser pour une société égalitaire, pour une société féministe, pour une société où on ne tolère plus les violences faites aux femmes, eh bien, à la prochaine crise, peut-être pas celle de demain, mais celle de dans 10 ans, cette question-là ne se posera plus. En tout cas, c'est le vœu que je forme. Merci beaucoup. Rada Hatem, peut-être? Merci. Je pense qu'Anne a parfaitement résumé les choses. Moi qui m'occupe de femmes aussi depuis bientôt 40 ans, je vois une évolution évidente. Peut-être que là où il faudrait vraiment qu'on mette l'accent, c'est sur les enfants et la prévention des violences faites aux enfants, des violences éducatives, des violences sexuelles, parce que je n'oublie pas que ce qui est intéressant au final, c'est la prévention. Dans tous les domaines dont on s'occupe et prévenir la violence, prévenir l'évolution vers le statut de victime ou d'agresseur me semble la chose la plus importante à faire, nouvelle vague ou pas nouvelle vague d'ailleurs. Merci. Laurence Rossignol. D'abord, je suis en accord parfait avec ce que viennent de dire Anne et Rada. Je pense que la question de la mise en place d'une juridiction spécialisée telle que Anne l'a évoqué tout à l'heure, est aujourd'hui indispensable dans l'évolution du système judiciaire et que comme le système judiciaire ne va pas très bien, on pourra peut-être essayer de se faire une niche qui irait mieux et de façon aussi à protéger les femmes des dysfonctionnements de la justice en ayant une justice spécialisée. D'accord aussi absolument avec Rada, je voulais en dire un mot sur la question des enfants. Qui ont été eux aussi des victimes du confinement pour les mêmes raisons que les femmes l'ont été, c'est-à-dire que l'enfermement domestique était très cruel également pour un bon nombre d'enfants. Dire quand même aussi que dans un prochain confinement, si jamais les choses devaient se reproduire, on ne pourra pas enfermer, même dans une petite zone, je pense qu'on ne sera pas confiné la France entière, mais on risque quand même d'avoir des confinements par poche, par bassin. On ne peut pas enfermer toute la journée les enfants, les femmes, et les enfants et leurs parents, ou les enfants et leurs mères, dans les mêmes conditions qu'on a fait là. C'est insupportable pour les familles monoparentales, ça a été extrêmement dur pour elles. Là encore, le gouvernement n'a pas été souple. Moi, j'ai demandé qu'on prenne les familles, qu'on appréhende les familles monoparentales comme des personnes vulnérables pendant le confinement, c'est-à-dire ayant droit à des assouplissements, de l'aide, des visites, en disant en gros, c'est comme une femme monoparentale, c'est, pardonnez-moi de la comparaison, c'est pas une comparaison par nature, mais c'est une comparaison dans les effets et les conséquences, c'est comme un handicapé ou une personne âgée, c'est quelqu'un qui a besoin d'assistance parce que la vie d'une famille monoparentale, elle fonctionne souvent sur un gros réseau de solidarité. Donc, les familles monoparentales ne pourront pas être laissées comme elles ont été laissées à se débrouiller. On ne pourra pas enfermer les enfants et les parents comme on l'a fait. Et puis ensuite, peut-être, je suis comme Anne, je pense que tout ça avance, que tous ces sujets sont sortis de l'invisibilité dans laquelle ils étaient confinés depuis des siècles et que c'est une excellente chose. Et puis enfin, petit sujet pour à la fois peut-être un autre confinement, mais globalement pour notre société, tous les métiers utiles, tous les métiers indispensables, ceux d'ailleurs qui n'ont pas été télétravaillés, ceux qui étaient au front, sont des métiers en grande majorité occupés par des femmes. Ce sont les métiers les moins qualifiés et les moins bien payés. On a quand même un petit sujet de justice sociale autour des femmes et de ces métiers, parce qu'en fait, en deux mots, plus on est utile, moins on est payé dans le système actuel, et ça devrait quand même être un peu l'inverse. Merci beaucoup à toutes. Merci à tous les participants. Donc, ouais, merci vraiment de cette conclusion aussi qui
voilà, donne aussi de l'espoir et démontre en tout cas que les choses avancent, mais que le chemin n'est pas fini, bien au contraire. Donc voilà, c'est aussi l'occasion pour nous, lors de cette matinale, de continuer à donner de la visibilité. Je sais qu'il y a eu aussi pas mal d'interventions, notamment de gens en lien avec le monde mutualiste et qui réinterrogent aussi leur engagement, disant de quelle manière est-ce qu'ils peuvent travailler ces questions-là. Donc, c'est un des objectifs aussi de nos échanges. Donc, encore une fois, merci beaucoup à toutes. Très bonne semaine. Voilà, on va repartir chacune à nos occupations. Et en tout cas, sachez que ce sujet-là, nous allons continuer à lui donner de la voix et en tout cas, on l'espère, à agir aussi pour ces inégalités ou en tout cas pour les réduire. Merci encore. Merci, bonne journée. Merci à vous. Merci. Merci.